Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de mes lectures. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 séries qui font partie des collections gothiques de chez Soleil Manga et elles vont toutes passer au bac. Ah là, ça fait quand même pas mal de lectures, hein. J'étais assez occupée ces dernières semaines. Donc on a en 2 volumes Bloody Secret, en 6 volumes Love is the Devil et enfin The Vampire and the Rose en 11 volumes. Je vais donc commencer par Bloody Secret, une série en 2 volumes. Yura est un adolescent plutôt asocial et flemmard qui a pourtant piqué l'intérêt de sa camarade de classe Anko. Grande lectrice de romans fantasy à l'imagination débordante, la jeune fille est persuadée qu'il est en réalité un vampire. Et elle n'a pas tout à fait tort, Yura est bel et bien un vampire mais à 10% seulement. Lorsque celui-ci découvre qu'Anko possède un sang particulièrement rare et délicieux, ses instincts se réveillent. Irrésistiblement attiré par la jeune fille qui n'est pas insensible à son charme, l'adolescent tente de se rapprocher d'elle. Les planches sont aussi contrastées que dynamiques, les ambiances changent sans cesse tout en restant légères. Le style des dessins plutôt fin et élégant me plaît beaucoup, de même que les personnages qui sont tous très mignons. L'humour et la romance se partagent la scène avec une touche de surnaturel, mais seulement à 10%. Anko est une gentille jeune fille, très mignonne, drôle et attachante. C'est un peu par accident qu'elle découvre le secret de Yura et depuis elle a à cœur de l'aider et de le soutenir. Malheureusement, l'adolescente ne sait pas comment être proche de lui sans risquer de se faire dévorer. Elle se montre donc souvent maladroite et finit même par le blesser. De plus, la proximité du jeune homme la perturbe beaucoup. En effet, alors qu'elle commence à avoir des sentiments pour Yura, Anko se pose des questions sur l'attirance de celui-ci. L'aime-t-il pour elle ou parce qu'il partage son secret ou uniquement pour son sang? Avec 10% de sang vampirique, Yura possède quelques pouvoirs surnaturels, mais il doit aussi faire avec certaines contraintes. Son manque de motivation et sa réserve naturelle l'isolent involontairement des autres. L'arrivée d'Anko dans son quotidien va chambouler ses habitudes. Plus qu'un mets appétissant, la jeune fille est sa première véritable amie et il tient beaucoup à elle. À tel point que les réactions d'Anko l'inquiètent souvent, il a peur qu'elle finisse par le détester et par l'abandonner. On découvre alors un jeune homme très doux et attentionné mais qui manque de confiance en lui. Les péripéties sont assez simples, les personnages secondaires sont assez effacés et les dialogues manquent parfois de naturel. La lecture reste fluide et agréable, le rythme n'est pas saccadé et même si certaines tournures semblent un petit peu trop faciles, ça reste distrayant. Une petite histoire sans prétention qui n'a rien de particulièrement profond ni dans les relations ni dans les intrigues mais qui ne m'a pas déçue pour autant puisque je l'ai trouvée sympathique et mignonne. C'est pourquoi je lui attribue la note de 12/20, ça n'a rien d'exceptionnel mais j'ai passé un bon moment. Cela dit, je n'ai pas l'intention de les conserver, ça prend de la place inutilement et je pourrais me faire des sous avec. Ensuite, Love is the Devil, la série la plus ancienne de ces 3 collections que je vais vous présenter et clairement j'en ai marre des histoires qui datent des années 2010. Voilà, je remarque qu'effectivement tout ce qui date de ces années-là, je les ai virées, pratiquement toutes, donc voilà, ça démarrait déjà pas d'un bon pied. 2 écoles situées l'une à côté de l'autre accueillent des étudiants issus des familles les plus fortunées et les plus influentes du pays, séparent ainsi les jeunes filles frivoles des garçons sérieux. Rien que déjà ça me pose déjà un problème. Haru doit donc observer de loin celui qu'elle aime jusqu'au jour où sa mère l'engage en tant que majordome. Ishin accepte donc de veiller sur la jeune fille, de parfaire son éducation et d'être son professeur particulier. Mais derrière cette façade de serviteur, il semblerait que le véritable maître ne soit pas celui que l'on croit. Les planches sont chargées et plutôt sombres à l'image des collections plus anciennes. Les ambiances sont souvent animées, les traits sont contrastés et les personnages ont l'air d'avoir 10 ans. Haruru, l'héroïne, possède des yeux immenses et ses réactions sont régulièrement représentées sous forme de chibi. Le seul aspect gothique de cette collection est le thème Butler Majordome. Haruru est le stéréotype de la jeune fille pure, nunuche et immature qui se sent seule car elle est délaissée par ses parents riches mais absents. Son nouveau majordome n'est pas aussi gentil et sérieux qu'elle le croyait. Avec son côté pervers et sadique, il profite de la naïveté de la jeune fille. Ishin prend son rôle très à cœur puisqu'il en va de sa réputation et il ne voudrait pas être associé à une écervelée. Il va donc l'aider dans ses études, choisir ses vêtements, l'habiller et la déshabiller, qu'elle soit consciente ou non. Il va la maquiller, la coiffer et lui apprendre les bonnes manières, soit en jouant les pervers et en la mettant mal à l'aise, soit en lui faisant des remarques acerbes sous couverture de taquinerie, soit en la récompensant avec un compliment ou un geste tendre. Ishin considère donc Haruru comme son adorable petit toutou qu'il éduque patiemment. Il dit lui-même être son maître et apprécier son obéissance.
D'ailleurs, la jeune fille ne subit pas seulement les attouchements de son majordome, ballottée telle une poupée entre les différents rivaux amoureux plus ou moins toxiques, dont l'humour coquin est finalement plus malaisant qu'amusant. En effet, Haruru a énormément de prétendants, déjà presque 2 par volume, ce qui ne laisse pas la place pour installer une profondeur dans la relation de nos héros. Il y a trop de péripéties qui s'enchaînent très rapidement, il y a des incohérences dans le scénario et l'intrigue dévie sur le personnage d'Ishin qui a un passé plutôt trouble et dont les réelles intentions demeurent encore cachées. Sa famille, ses relations, son véritable objectif sont les sujets les plus mystérieux qui attisent la curiosité, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Du coup, j'ai abandonné cette série au tome 3, j'ai vraiment été saoulée par les comportements des personnages, au niveau des incohérences du scénario, c'est absurde, c'est lourd. Du coup, il n'y aura pas de note globale pour cette série, seulement un avis très négatif. C'est la première fois que je vous donne un avis incomplet sur une série que je n'ai pas pu terminer, mais je ne suis pas ici pour me faire du mal et je ne vais pas continuer de m'acharner si vraiment ça ne me plaît pas. Vous l'aurez compris, cette série va directement aller dans le bac. De la même autrice que Love is the Devil, j'avais également lu 100 Demons of Love, que j'ai lu du coup il y a très longtemps, bien avant la création de la chaîne, et je me souviens que je l'avais revendu quasiment pour les mêmes problématiques au niveau du scénario, au niveau de la création des personnages, au niveau de la mise en place des intrigues. J'avais acheté ces 2 collections en même temps, mais c'était bien avant d'ouvrir la chaîne, donc j'ai lu la première qui ne m'a pas plu, qui est revendue, et j'avais déjà un certain a priori pour du coup la seconde que je viens de vous présenter. Clairement, ça partait mal. De ce que je me souviens vaguement, c'était l'histoire de 2 anges déchus devenus démons qui font la rencontre d'une jeune fille qui est capable de voir les esprits et ils vont avoir besoin de son aide pour retrouver leur ancien statut d'ange. Quelque chose comme ça. Les personnages semblaient encore très jeunes, ils sont soi-disant au lycée, ils sont censés avoir 15-16 ans et ils ont l'air d'en avoir 10 tout au plus. Donc c'est déjà quelque chose qui, moi, m'interpelle au niveau des romances parce que là, du coup, il y a une énorme différence d'âge entre eux et moi, et donc je m'identifie déjà beaucoup moins à eux qu'à de véritables adolescents ou sur la fin du lycée. Mais je pense que c'était surtout le scénario qui m'avait saoulée, donc je pense que celui-là j'avais lu jusqu'au tome 6 quand même, mais je les ai très vite revendus. Passons maintenant à The Vampire and the Rose, une série que je trouvais vraiment les couvertures magnifiques, donc j'ai vraiment été intriguée par celle-ci. Et il ne faut pas juger un livre à sa couverture, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Vraiment, je les trouve trop belles, j'aime le style, j'aime les couleurs, j'aime les personnages. Je trouvais vraiment tout trop beau et trop mignon, mais du coup, j'ai vraiment été très déçue. Chiyu est une jeune lycéenne qui rêve de vivre une belle histoire d'amour avec un prince charmant, tandis que ses camarades n'ont Dieu que pour Yomiya, un très séduisant vampire de leur classe. Beau, intelligent, sportif, toutes les jeunes filles tombent sous son charme et celui-ci profite gracieusement des rations de sang qui lui sont offertes. Alors que le jeune homme est sur le point de faire un malaise, Chiyu lui propose de boire son sang. Mais lorsqu'il découvre le goût délicieux de l'adolescente, il refuse d'y renoncer et décide même de lui prendre toutes ses premières fois. Les planches sont très belles et bien qu'elles soient contrastées, les sentiments donnent des ambiances douces et élégantes. Les scènes sont souvent animées et romantiques avec de nombreux contacts physiques, mignons et légèrement sensuels. Les garçons sont tous très beaux mais leur charme ne rattrape pas tous les points négatifs de cette série. Chiyu est gentille et mignonne mais c'est aussi une vraie girouette. Elle change d'avis toutes les 2 secondes. Sa vision très romantique et pure de l'amour la rend très fleur bleue et niaise à la limite de la bêtise. Elle dit avoir très peur des garçons et ne pas oser les aborder, pourtant elle offre spontanément son sang à Yomiya juste après l'avoir critiqué pour son côté volage. Cependant, elle refuse catégoriquement de continuer de le nourrir sous prétexte qu'ils ne se connaissent pas assez. Il conclut donc un et même plusieurs accords. Chiyu continuera de l'approvisionner en sang tant que Yomiya n'ira pas voir ailleurs. Et afin qu'elle ne soit pas mal à l'aise lorsqu'elle lui donnera son sang, Yomiya va l'aider à vaincre sa peur des garçons. Notre héroïne n'a aucune personnalité, aucune profondeur et son développement est quasi inexistant. Ses convictions sont nobles et sincères puisqu'elle ne veut pas faire de différence entre les êtres surnaturels et les humains, pourtant elle utilise quand même cette excuse quand ça l'arrange. D'ailleurs, sa peur des garçons est très vite oubliée et puis oups, je me souviens qu'en fait j'ai peur des garçons mais bizarrement pas de ceux qui sont surnaturels et qui risqueraient potentiellement de me tuer. En plus de ça, et ce jusqu'à la fin, ces petits problèmes qui semblent tellement dramatiques se règlent simplement, même si elle continue de se prendre la tête à chaque fois. Ceci se déroule généralement de la même manière. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais régler ce problème. Tu devrais parler avec la personne intéressée. Oui, tu as raison, je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur. Elle lui parle et la problématique est réglée. Bon point pour la communication, mauvais point pour la mise en place, c'est quand même beaucoup trop simple et ça ne permet pas à l'héroïne d'évoluer. Elle manque toujours autant de maturité, elle ne prend aucune initiative et elle ne règle pratiquement rien toute seule.
Yomiya est un petit peu plus profond, même si son développement reste léger également, ça fait de lui le personnage le plus intéressant de par son vécu et de par sa personnalité. Taquin, charmant et diablement beau, avec ses canines aiguisées, le jeune homme a beaucoup de succès auprès de la gente féminine. Pourtant, ces jeunes filles ne sont intéressées que par le côté dangereux, excitant et surnaturel du garçon. On découvre alors un adolescent qui manque de confiance en lui, dont la nature vampirique le complexe parfois, et qui souffre autant de son passé que de la solitude. Le sang de Chiyu plaît tellement à Yomiya que celui-ci décide de le rendre encore meilleur en la faisant tomber amoureux de lui. Pour lui, c'est un investissement à long terme et il n'a pas tant de mal à se donner que ça. Notre héroïne est très vite chamboulée par leur proximité, les attitudes du jeune homme ainsi que ses comportements ne sont pas ceux d'un simple camarade de classe. Attentionné et séducteur, l'adolescent se montre très tactile et entreprenant avec elle. D'ailleurs, il ne dément jamais lorsqu'on lui demande s'ils sortent ensemble. C'est plus facile selon lui que d'expliquer leur relation sanguine exclusive, puisque quelques jours auparavant, il buvait encore le sang de n'importe qui. Yomiya a également promis de prendre toutes les premières fois de Chiyu alors qu'il n'a aucun réel sentiment amoureux envers la jeune fille. Toutes ces premières fois sont récapitulées au début de chaque volume pour démontrer leur évolution, mais pour moi ce n'est qu'un rappel de ce qui s'est passé dans les tomes précédents, pas vraiment des détails de leur première fois. Au contact de Chiyu, il va s'ouvrir plus, se faire davantage confiance et développer des sentiments ainsi que de véritables liens avec les autres. Je me suis plus attachée à lui qu'à l'héroïne, mais sa situation familiale compliquée ainsi que son passé n'ont que de vagues explications. La conclusion de cette intrigue m'a laissée perplexe et même frustrée. Gao, le loup-garou et rival amoureux, est adorable. On dirait un labrador loyal et attentionné avec un côté sexy sauvage. Le jeune homme se montre très protecteur envers Chiyu, bien qu'il soit intimidé par les filles en général. Son clan fait penser à un gang de yakuza traditionnel et ce sont eux qui ont les plus gros red flags mais sur lesquels on ne s'attarde pas trop pour conserver le côté romancé qui prend rapidement le dessus. Il est beau, il est gentil, il est parfait, mais il est Team B, donc dès le départ il n'avait aucune chance et à aucun moment on ne s'est fait d'illusions. Une tournure donc inutile, et même si ce personnage reste un ami surnaturel de nos héros, il disparaît régulièrement de la trame principale, contrairement aux amis de Chiyu qui sont présentes tout du long. Celles-ci sont sympathiques avec leurs amoureux tout aussi mignons, elles soutiennent leur ami et apportent un peu de dynamisme à l'histoire. L'évolution de l'amitié entre Chiyu et Yomiya, qui tourne ensuite en romance, est très niaise, mais surtout très lente. Avec l'éternel questionnement, m'aime-t-il vraiment pour moi ou pour mon sang, m'aime-t-elle pour moi ou pour mes capacités de vampire ? Entrecoupées de nombreuses péripéties aux conclusions rapides et prévisibles, certaines tournures sont mal exploitées, les mises en place sont parfois ratées et les transitions entre celles-ci sont brutales si tant est qu'il y en ait tellement elles s'enchaînent vite. La ligne du temps est également assez floue, on a du mal à situer leurs relations par rapport à leurs années lycée qui sont déjà saccadées par beaucoup d'événements. Tout semble donc assez expéditif, ce qui donne des intrigues bancales, un scénario incohérent et des scènes souvent absurdes. Les discours sont décousus, les dialogues manquent de fluidité, les personnages et leurs relations manquent de profondeur et de développement. Quelques chapitres bonus et one-shot sont présents en fin de chapitre mais présentent les mêmes caractéristiques que l'histoire principale. C'est pourquoi je lui ai attribué la note de 11 sur 20. Malheureusement, même si j'ai trouvé la lecture distrayante au début, je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel à chaque fois qu'une tournure scénaristique me saoulait, tellement c'était simple, cliché, ça a fini par me gaver et même devenir une corvée. Alors je l'ai quand même terminé parce que c'était moins pénible que la série précédente que je vous ai présentée, parce que c'était plus mignon et plus joli à voir, mais j'avais quand même envie de voir la conclusion, donc je l'ai terminée. Je ne la relirai pas. Je pense que cette histoire aurait pu me plaire quand j'avais entre 10 et 14 ans, mais là clairement ça manque de consistance, donc non, il va passer au bac aussi. Bon, et bien c'est encore une vidéo déception, c'est pas grave, ça fera de la place et ça fera des sous pour de nouvelles collections. J'ai l'impression que les séries gothiques de chez Soleil en tout cas ne me plaisent pas trop puisque j'avais déjà fait une autre vidéo il y a un peu plus d'un an déjà qui ne m'avait pas plu non plus et que j'avais tout revendu. Donc est-ce que j'ai un problème avec les séries gothiques ou est-ce que j'ai un problème avec les séries gothiques de chez Soleil ? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes vlogs et de mes présentations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!